Donc, à nos amis qui viennent de nous rejoindre, nous allons commencer la rencontre avec les artistes de la sélection France-Amérique latine. C'est une rencontre qui se fait en partenariat avec le Dauphiné Libéré Vaucluse Matin, dont on vous offre un numéro aujourd'hui. Donc, sur votre chaise, vous avez un numéro du Vaucluse Matin Dauphiné Libéré qui vous est offert, avec une page spéciale consacrée à l'action de France-Amérique latine au village du Hof, en page 9 du numéro d'aujourd'hui. Alors, la sélection FAL, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le travail de l'association France-Amérique latine, qui est une association de défense des droits humains. Un travail pour mettre en valeur les compagnies latino-américaines ou en lien fort avec l'Amérique latine au sein du Hof. C'est la volonté de les mettre en lumière, de mettre aussi en lumière les démarches et la parole de ces compagnies-là, pour qu'ils puissent avoir un véritable échange et une véritable compréhension aussi des problématiques des différents pays, mais aussi des artistes latino-américains, qui sont ainsi un peu mis en lumière et regroupés au sein de 1500 spectacles dans lesquels ils ont tendance parfois à être noyés. Donc c'est tout le sens de la présence de France-Amérique latine dans ces 3 journées Place à l'international qui ont été inaugurées pour la première fois cette année par AFSC, où il y a 3 journées entières consacrées à l'international. Voilà, je vous remercie. On va accueillir une première compagnie. C'est une compagnie qui nous vient du Mexique et qui va nous proposer une relecture, une réécriture de la figure légendaire de Zorro dans un point de vue mexicain. Et j'aimerais qu'on accueille la compagnie Ajolotes Parlantes avec, pour en parler avec moi, Stéphanie Ducine-Hernandez qui est à la mise en scène, avec un texte de Preciado Rodriguez qui est également l'interprète de Zorro, le chemin de la liberté, qui joue à 15h55 à l'Espace Saint-Martial jusqu'au 29 juillet. Stéphanie Ducine-Hernandez, merci beaucoup. On peut peut-être mettre le visuel, si ça n'a pas été déjà fait, de Zorro pour qu'on puisse le voir sur les écrans de part et d'autre. Et je vous prie de vous asseoir. Vous pouvez prendre un micro, ils sont déjà allumés. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, bonjour. Alors, moi, j'ai noté que la compagnie Ajolotes Parlantes, donc c'est une compagnie mexicaine, et d'après ce que j'ai compris, vous avez décidé de quitter le Mexique et de vous installer en France pour travailler à cette création et la présenter à Avignon. Alors, évidemment, ma question, c'est pourquoi ne pas avoir décidé de créer ce spectacle au Mexique ? Et Avignon ne vous a pas fait peur ? Alors, bonjour. Nous, on est plusieurs au sein de la compagnie. Moi, je suis franco-mexicaine. Donc, moi, je suis totalement bilingue. Par contre, les autres membres de la compagnie, non. D'ailleurs, Preciado est actuellement sur scène en train de se préparer. C'est pour ça que c'est moi qui viens. En fait, ça a été une question de choix de pays. Je vais parler pour Preciado, peut-être c'est plus simple, vu que c'est lui le comédien. Preciado, en effet, donc, qui est à la fois l'auteur de ce texte, Zorro, le chemin de la liberté, mais également l'acteur principal, donc n'est pas là, pour les raisons énoncées, pour la bonne cause, puisqu'il joue sur scène à 15h55. Donc Stéphanie va parler en son nom, et après, il y aura quand même quelques questions de mise en scène sur lesquelles, évidemment, vous aurez des choses à nous dire. Et du coup, oui, l'idée, c'était le parcours et où s'installer pour faire du théâtre. Et Preciado était déjà venu quand il était jeune en France. Et il s'est rendu compte d'une chose drôle, qui est comment est-ce que l'Amérique latine est représentée en France, comment est-ce que les Mexicains sont représentés, avec quels clichés ou pas. Et il s'est dit, tiens, c'est rigolo de voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux choses-là. Et puis l'idée du Festival d'Avignon, évidemment, je crois comme les 1500 compagnies qui sont là, je crois qu'il y a des compagnies qui viennent d'Asie, d'Afrique, de tous les continents. Et pour lui, c'était une évidence. Il fallait venir en France et il fallait faire cette jonction. Et puis le Festival d'Avignon. D'accord. C'est courageux. Alors, quelle image de Zorro se dessine à travers l'écriture de Preciado Rodriguez ? Est-ce que, puisqu'il nous l'a annoncé qu'il aurait un point de vue mexicain sur ce personnage-là, qu'est-ce que vous avez ressenti de son écriture ?
Alors moi, quand il est venu me proposer le projet, moi je fais de la mise en scène, et il m'a dit tiens, est-ce que tu voudrais être le metteur en scène de ce projet ? Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il a vraiment pris tout ce qui est la partie indépendance. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris la partie historique et de se dire d'où est né ce personnage. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de nulle part, c'est pas Batman dans une ville qui n'existe pas, c'est pas Gotham City, c'est vraiment 1800 au Mexique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment est-ce que des hommes se sont battus pour la liberté des indigènes ? Comment est-ce que les Européens continuaient de grignoter tous les territoires ? Et il y avait ce mélange-là qui était difficile et complexe. Et des hommes se sont vraiment battus pour ça. Donc tout d'un coup, c'est un auteur américain qui a fait ce personnage-là et qui l'a... Enfin, américain, avec ce qui était le nord du Mexique à ce moment-là aussi. Mais tout d'un coup, c'est devenu un personnage. Alors qu'en réalité, c'est une histoire, c'est un pays. Et ça ne sort pas de nulle part. Oui, il y a aussi dans ce spectacle-là, dans cette écriture-là, qu'il y a une part qui interroge le rapport à l'Espagne, c'est-à-dire à l'ancien colonisateur. Dans le personnage de Zorro, hein, on interroge ce rapport aussi à l'Espagne. Il va faire ses études en Espagne. Oui, et même aujourd'hui, pour les latino-américains ici, on dit l'Espagne, on dit madre patria. La mère patrie. C'est quand même quelque pour chose désigner l'Espagne. Que de dire ça. Et il y a quand même ce rapport qui est un rapport ambivalent comme ça à l'Espagne. Et même dans l'histoire du Mexique, on voit que des révolutionnaires, même des pionniers de l'indépendance sont aussi des Espagnols. C'est pas que des Mexicains qui se sont battus pour leurs droits, il y a aussi des Espagnols qui se sont retrouvés en Amérique latine et qui se sont rendus compte que ce qui s'y passait l'injustice n'allait justement. Pas, et qui ont été des fois même des moteurs. Donc il y a ce paradoxe-là, c'est pas que blanc ou noir comme dans toutes les histoires, mais... Alors, moi, je me posais aussi la question des circonstances dans lesquelles vous avez mené des recherches. Donc, je sais que Preciado Rodriguez a mené vraiment tout un travail de recherche autour des personnages qui ont donné le Zorro de la légende. Comment avez-vous effectué ces recherches-là ? Alors, ça a été vraiment deux choses différentes, qui est la recherche vraiment du personnage, de dire, aller vraiment fouiner dans tout ce qui a été écrit, toute la littérature qui a été faite autour, tous les films qui ont été faits autour, et de dire, on va garder l'histoire, parce que c'est une chouette histoire et qu'on a envie de ça. Et l'autre côté, qui est la recherche universitaire, qui est de dire qu'est-ce que les années 1800, quels sont ces hommes qui se sont battus, quelles sont ces figures, et de dire comment est-ce que ça s'entrecroise ou pas. Donc c'est vraiment une partie artistique, une partie universitaire, qui finalement se complète assez bien, je trouve, quand on fait des recherches, parce que quand on a un sujet, bon là c'est Zorro, mais même quand on a des thèmes autres, disons, il y a toujours quelque part, à moins que ce soit juste une histoire d'amour ou juste une comédie, souvent on fait beaucoup de recherches. Et là on s'est dit finalement la part de recherche est assez grande. Alors dernière question, est-ce que je me suis posé la question si c'était compliqué de mettre en scène un personnage aussi légendaire ? On parlait de clichés justement pour introduire le propos. Là il y en a un paquet. Quel a été votre parti pris dans la mise en scène ? Alors le parti pris, ça a été de tenter de se décomplexer avec ça déjà, de se dire tiens on va pas faire une proposition hollywoodienne. L'idée, c'est pas 60 personnages, tornado qui rentre et... Pas ça. Et on s'est dit, vu que notre travail a été plutôt universitaire, de se dire, on va faire quelque chose de simple, qui part juste d'un homme et sa recherche de liberté. Donc lui, tout seul, fait les 17 personnages de la pièce. Et l'idée, c'était de se concentrer aussi sur la maturité de cet homme-là. Comment est-ce qu'il part ? Parce que la pièce commence quand il est enfant. Et de dire comment est-ce que quand il est enfant, il se développe, il grandit, et comment est-ce que la recherche personnelle d'une quête, une quête amoureuse, une quête de liberté, en tout cas de quelqu'un qui grandit, quel est le moteur de ça ? Comment est-ce qu'on voit ce parcours se mettre en place ? Enfin voilà, c'était ça notre axe de travail. Ouais. D'ailleurs, Zorro, une très belle pièce, donc je vous conseille à 15h55 à l'Espace Saint-Martial. Zorro, vous ne le verrez finalement qu'à la fin, lorsqu'il sera prêt à devenir Zorro. Comment devient-on Zorro ? C'est un peu la réponse qu'a tenté d'apporter Preciado Rodriguez. On vous remercie beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. Et on va continuer avec le Mexique et ses clichés, puisqu'on va retrouver la compagnie La Machine à Pingouins de et avec, on en a des auteurs-interprètes sur cette édition de la sélection FAL, Luis Alberto Rodriguez, qui est l'auteur et l'interprète d'un monologue culinaire qui a lieu à 17h45 à Présence Pasteur jusqu'au 28 juillet, excuse-moi. Donc merci beaucoup
Louis, oui, tous les micros sont allumés. Est-ce qu'on a pu mettre le visuel de monologue culinaire, je pense. Mario me dit que c'est parfait. Un autoportrait qu'on va retrouver tout en dérision qui fait voler en éclats ces clichés nombreux visiblement sur l'identité mexicaine en France. On a donc quitté Monterrey avec un seul R et nous retrouvons Monterrey avec 2 R qui est ta ville natale. Ou alors on n'est pas sûr puisque fiction et réalité sont entremêlés dans ce spectacle, ce qui fait qu'à la fin on a l'impression d'avoir vraiment compris qui était Louis et en même temps pas du tout. Donc c'est une forme très originale que tu as adoptée avec plusieurs débuts, plusieurs fins proposées. On ne sait même jamais si c'est vraiment toi qui parles ou une bande enregistrée. Comment as-tu eu l'idée de cette mise en scène ? Bonjour. Et en gros, en fait, je suis très mauvais à parler en public, mais... On a un interprète français-espagnol, si tu veux. Non, Comme tu parles très bien français, je n'ai pas proposé, mais... Et en gros, en fait, là, mon rêve, c'était de faire une espèce de livre de recettes de cuisine, et avec des monologues et tout ça. Donc là, j'avais contacté des amies mexicaines aussi. Je leur ai demandé son plat préféré. Je les ai mis en contact avec des écrivaines de Mexique. Après, puis il y a eu le Covid et tout ça. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je me lance tout seul. Je vais voir plus ou moins combien de temps il me faut pour la création et l'écriture aussi, et notamment explorer, disons, l'écriture, que c'est l'autofiction, ce qu'on appelle l'autofiction. Une autofiction, tout à fait. Donc du coup, en effet, je mélange de choses qui sont vraies, de la mémoire. La mémoire, pour moi, j'aime bien le définir comme quelque chose, quand on raconte un souvenir, quelque chose qui c'est un souvenir, c'est fiction, parce qu'on doit choisir de morceaux en fait, de choses qu'on a cru, qu'on a vu, on a vécu. Et finalement, en fait, on finit toujours par inventer des choses. C'est quelque chose que j'ai dit aussi, la mémoire, c'est comme les recettes. On choisit les ingrédients, ce qui nous échappe, nous l'improvisons. Donc c'est un peu ça ce qui se passe aussi tout le long de la pièce. Et en créant la pièce aussi, je me suis posé la question, en fait, par où est-ce que tout a commencé, cette recherche d'identité, pour me dire à quel point, en fait, je vais finir de vivre ma vie comme un étranger. Et qu'est-ce qu'il me faut ? Est-ce qu'il faut que je parle ? Ou à quel point aussi le fait de répéter un plat qui fait partie de mon enfance, à un moment donné, en fait, je vais me défaire en fait, de cette envie de vouloir le répéter et cette manque à chaque fois, pour qu'ensuite je puisse avoir envie en fait, de manger de la tartiflette ou juste comme ça un peu plus d'ici. Et donc paradoxalement, pour moi, c'est ça. Donc, au travers de la répétition, me défaire aussi de ce besoin-là de aller à la rencontre du Mexique tout le temps. Je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu ça. Et au travers de la répétition, me défaire et me soigner aussi. Donc c'est une sorte de deuil et que je mets sur scène, en tout cas, et de me défaire aussi de cette identité ou cette recherche par rapport en faisant un lien avec un plat qui fait partie de mon enfance et avec un exercice d'écriture qui consiste en 3 débuts différents. En tant que Mexicain en France, tu es souvent confronté à ces clichés sur le Mexique. C'est quelque chose qui t'a frappé ? Juste, tu ne t'y attendais pas, peut-être. Quelque part, oui, mais après, j'aimerais bien dire que c'est une question, par exemple, de perspective. C'est-à-dire que là, par exemple, si on se pose la question combien de choses vertes il y a autour de nous, on va commencer à regarder tout et on va trouver des choses. Donc si on met le point sur ça, en effet, ça m'a touché, par exemple, être confronté aux étiquettes, par exemple, de qu'est-ce que c'est le Mexique, ou que pour moi c'est encore plus global et encore plus, comment dire, profond. Mais ce qui m'énervait le plus, c'est de ne pas avoir une réponse à donner quand j'étais confronté à ces questions-là, par exemple, que les gens me posaient par rapport à la violence, par rapport à Monterrey, qu'est-ce que c'est. Donc, pareil, je le dis dans le spectacle, essayer de répondre à la question comment c'est le Mexique ou qu'est-ce que c'est, je ne sais pas encore quoi répondre. Je n'arrive pas à définir. Et c'est la même chose, en fait, quand je me vois confronté aux clichés, aux étiquettes, et je ne sais jamais quoi répondre, en tout cas. En tout cas, ces clichés, tu les as fait voler en éclats. En tout cas, tu as fait rire aussi en éclats avec tous ces clichés sur scène. À l'issue du spectacle, justement, si on n'est pas sûr de savoir qui tu es, en revanche, tu nous assures que tu es ce que tu cuisines. Ouais. Mais que cuisines-tu au juste ? Ça dépend. Si je suis tout seul, quelle est l'histoire de ce plat ? Quand je suis tout seul à la maison, je me fais des sardines avec des toasts d'avocat que j'adore.
Mais sinon, je me rends compte en fait que j'adore faire à manger pour mes amis ou inviter les gens. C'est une façon de transmettre aussi ce que je suis quelque part au travers un plat, les saveurs. Et quand les gens, par exemple, ils arrivent à la maison et qu'ils disent « Ah, ça sent bon », quelque part aussi, c'est retrouver ces odeurs-là. Et c'est quelque part pour ça que je le fais aussi sur scène, pour être confronté à des gens que je ne connais pas et voir comment est-ce qu'en fait, on arrive à un endroit d'intimité en traversant en effet tous les clichés. Parce que pour moi, c'est un peu la solution que je trouvais, de les assumer, de les traverser et ensuite arriver à un espace d'intimité profond qui prend du sens avec un plat. Oui, donc qui est effectué sur scène et qui est donné en dégustation à l'issue du spectacle. On peut peut-être voir le teaser de monologue culinaire. Ah, il est là ? Il faut que je vous avoue quelque chose. Je déteste les monologues. Mais c'était la seule option pour pouvoir faire quelque chose une bonne fois pour toutes. Me débarrasser de moi-même, essayer de comprendre où tout cela a commencé. Tous les personnages que je vais nommer dans cette pièce seront un moi-même, un autre ou quelqu'un d'inventé. Juste pour arrêter d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas un biodrame. Ça doit être une fiction ou une histoire vraie cachée dans les vestiges de ma mémoire. Et il faut faire preuve de courage quand il s'agit de faire la cuisine, de partager, de laisser la peur derrière soi, de laisser toutes ces paranoïas qu'un plat ne va pas être aimé. Et c'est comme ça que je me vois aussi. Je veux arrêter d'avoir peur que les autres ne m'aiment pas. Cliché, n'est-ce pas? Mais je suis comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que plus on se sent unique, plus les sentiments d'appartenance disparaissent. Et c'est comme ça depuis toujours. Je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à un endroit. J'arrive, je mange et je pars, sans laisser des traces. Plus le temps passe, plus il est difficile de savoir d'où je viens. Et pour la première fois de ma vie, j'ai voulu faire quelque chose de vrai, partager un plat, raconter mon parcours, mais je me rends compte que je ne sais rien, que je ne me suis jamais intéressé à ma propre culture jusqu'à ce que je parte. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de qui j'étais. Donc je vous conseille d'aller vous perdre avec monologue culinaire à 17h45, présence Pasteur, donc dans 3 quarts d'heure, et nous allons libérer. C'est ça. Non, pas 3 quarts d'heure, un peu plus. Il est 16h, non, ça va. Plus, ouais, ça va. Voilà, mais il est pressé quand même. Il est pressé. Il a son plat à commencer à préparer. À chaque fois, je suis stressé, j'avoue. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Merci beaucoup, Luis Alberto Rodriguez, Merci beaucoup. pour le monologue culinaire, compagnie La Machine à Pingouins. Merci à toi. Et j'aimerais dire nous accueillons, mais nous n'accueillons pas Exode de la compagnie Sombo, puisque pour la bonne cause, encore eux aussi sont en ce moment même sur scène à la salle Tomasi, la Factory. Donc c'est un spectacle Exode, compagnie Zumbo, de et par Mathias Schebel. Vous voyez, on enchaîne avec 3 auteurs-interprètes qui sont donc en ce moment même en train de jouer leur spectacle. Il s'agit d'un spectacle musical entre conférences autobiographiques, récitals. C'est construit comme une ode à tous les migrants. Mathias Schebel, c'est un chanteur argentin. Il évoque l'exil de ses ancêtres. Donc il a un arrière-grand-père qui a quitté le Liban pour se retrouver en Patagonie argentine, un grand-père qui est né au Liban mais qui est arrivé en Argentine facialement à l'âge de 1 an et qui en parle comme s'il était immigré depuis toujours, et lui-même, donc 4 générations plus tard, qui, suite à la crise économique en Argentine, eh bien, va se retrouver exilé en France. Donc ce spectacle-là, il va nous en parler dans une interview que l'on a filmée. Si tu peux nous montrer l'interview, s'il te plaît, Mario. En espérant qu'on entende le son, c'est une prise de son. Bonjour Mathias. Bonjour. Exode est né d'un autre projet, Traçade. Peux-tu expliquer de quoi il s'agit? En fait, il s'agissait du projet Traçage. Traçage, pardon. Traçage. On est arrivé avec la présidente des Zumbo, Maïlé Sanchez, qui est une très 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 bonne amie.
On a fait du théâtre ensemble quand on s'est rencontrés à Paris il y a une vingtaine d'années. Et à un moment donné, elle a décidé d'échanger de voie. Elle a passé son CAPES, elle est devenue prof d'espagnol. Et il se trouve que son premier poste était à Montcenis, à côté du Creusot. Donc elle s'est installée au Creusot en 2014. Elle s'est installée là-bas. Et moi, je l'ai accompagnée pour le déménagement, pour l'aider. Et à ce moment-là, on a trouvé cette ville super latino-américaine. En fait, c'était une ville qui s'est construite autour d'une industrie. Et nous, en Amérique latine, on n'a pas des villes qui se sont construites autour des seigneurs féodaux et des choses comme ça. Donc c'est une cité ouvrière. Exactement. Une cité ouvrière, quelle industrie Qui avait les Creusot, Schneider à l'époque, c'était les maîtres des forges. Non, il y avait, voilà. Et du coup, cette ville qui est restée un peu dans la lueur des tensions teintes des gloires, a reçu énormément de gens de partout dans le monde, énormément de main-d'œuvre étrangère. Et quand on a vu tout ça, on a voulu travailler sur cette mémoire migratoire. Et on a eu tout de suite le partenariat de l'écomusée local. C'est le premier écomusée de France qui nous a ouvert les portes pour qu'on puisse travailler. Et Traçage était une installation théâtrale qui récupérait un tout petit peu cette mémoire migratoire. À l'intérieur du musée. À l'intérieur du musée, c'était voilà, un spectacle qui était complètement hybride. On aime bien ça chez Zumbo. Et pour cela, on avait interviewé énormément de personnes issues d'immigration. Et il se trouve qu'on avait énormément de matériel filmé qu'on n'a pas pu utiliser pour traçage. Et avec tout ce rab de matériel, on a proposé une exposition qui s'appelait Murmure. On a retracé vraiment la mémoire migratoire du Creusot depuis 1921 jusqu'à nos jours. Et à partir de tout ce cycle de travail avec l'écomusée a décidé d'organiser un colloque scientifique. Et pour ce colloque, ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont dit, voilà, il y a une soirée à animer entre les deux journées du colloque. Est-ce que ça te dit de proposer quelque chose? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi, en tant que migrant, j'avais jamais pris la parole. Et je me suis dit, ok, si je prends cette parole-là, je la prends comment? Et tout de suite est venue l'idée de que cette parole, elle allait être chantée, que cette parole, elle allait être une ode, et que cette parole allait être un hommage aux migrations de tous les temps et à toute la richesse issue du métissage. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que dans ce spectacle, Exode, qui est à la croisée de différentes disciplines, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste de cette démarche muséale, qui fait que ce spectacle est un peu plus qu'un concert? Et oui, forcément. Forcément, parce qu'on est tous chargés, on est tous avec cette densité de tout ce qui se travaille à porter. Et notamment, il y a une scène où je suis avec tous les gens interviewés, ils défilent derrière moi dans la vidéo. Parce que voilà, on est tous ensemble en train de chanter ça. C'est un moment assez magique parce qu'on chante avec le public, en même temps c'est comme si eux-mêmes ils chantaient avec moi, donc je me sens soutenu. Je suis juste un passeur, un porte-parole de tout ça. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose du portrait autobiographique qui se dessine dans ce spectacle. Et comme nous venons de rencontrer Luis, qui nous a parlé de son identité mexicaine, la quête de cette identité mexicaine à travers son spectacle, est-ce que toi, tu t'es trouvé dans Exode? Est-ce que tu peux, comme Luis, nous dire ce que cela signifie être argentin? En tout cas, je peux dire déjà si je me suis retrouvé ou pas, oui, dans le sens où j'ai mis 20 ans pour parler de mon expérience d'exil. Ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que, je sais pas, ça m'a pris du temps en tout cas. Et oui, je me suis retrouvé dans cette espèce de panoplie des cultures différentes qui est l'Amérique latine. Vraiment, parce qu'on est un peuple bâtard. On est très mélangé en Amérique latine. Et du coup, je pense que ça, c'est un peu notre force, quelque part, ou en tout cas, c'est un trait identitaire très fort chez nous, et d'explorer mes origines à moi, et d'explorer, justement, tout cet ADN mélangé, ça a fini, oui, ça a fini par me faire retrouver mon identité argentine. D'accord. Dernière question, que réponds-tu à ceux qui disent « encore un truc sur les migrants » ? Mais là... La question est que la migration ne va pas s'arrêter, au contraire. Donc oui, encore quelque chose sur les migrants. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à parler de ça. C'est pas juste un moment où il y a un coup de projecteur médiatique et après on fait semblant et on dit bon, c'est plus le cas. Non. Moi je me rappelle, j'étais arrivé en France en 2002, j'avais assisté au spectacle d'Alia Mouchkine, le dernier Caravansérail, merveilleux spectacle. Donc on était déjà sur le sujet.
La seule chose que j'ai voulu faire dans ces travaux, déjà la première, c'était de ne pas, on parlait du portrait tout à l'heure, de ne pas rester sur quelque chose d'autoréférentiel. Ça n'a aucun intérêt de parler de mon histoire personnelle. Il fallait que ça devienne très vite quelque chose d'universel, parce que c'est un sujet qui nous touche à toutes. On est tous concernés par la migration. Et la deuxième chose, c'est que je voulais quand même aborder ce sujet sur un autre axe. Sur l'axe de la richesse, sur l'axe des trésors issus de la rencontre entre les cultures, entre les gens. Et vous avez réussi un très 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 beau spectacle que je conseille à tous d'aller voir. Vraiment magnifique spectacle Exode qui fait chanter tout le monde, qui arrive à faire rire tout le monde sur un sujet qui peut paraître en effet toujours sensible et d'actualité. Merci beaucoup Mathias Chebel. Merci à vous, merci. Je m'appelle Mathias, sans H, et un accent sur les I, Mathias. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Le départ, c'est cet instant qui restera à jamais associé à tout ce qu'on laisse, à tout ce qui, à partir de ces moments-là, se fera dans l'absence de moi. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour. Addio, addio, amore, io vado via, amara terra mia, amara bella. Mon grand-père, comme beaucoup d'autres, a eu la chance d'arriver à destination. Mais ô combien sont ceux qui périssent sur les routes de l'Exode. Nous sommes le monde vivant de l'exil. Et le monde est avec nous, ici, chez nous. Je m'appelle Mathias, avec un seul T, sans H, et un accent sur les I. Mathias. Je suis un homme. Et je vous remercie de m'accueillir. En tout cas, l'Argentine va rester avec nous, puisqu'on va retrouver Armando Risueño pour El Canto del Viento. Chanteur et guitariste argentin, Armando Risueño, bienvenue. Pour un beau concert aussi, un concert hommage au poète et musicien argentin Atahualpa Yupanqui. Alors Armando parle français, mais je me suis dit que peut-être ça serait plus simple en espagnol, tu pourrais t'exprimer plus librement, peut-être un peu plus vite. En tout cas, c'est comme tu le désires, puisque pour Christine, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésite pas, je lui donnerai le micro si tu en ressens l'envie. Voilà, donc à 14h20 à la chapelle de l'Oratoire jusqu'au 26 juillet, attention, jusqu'au 26 juillet à 14h20 à la chapelle de l'Oratoire pour découvrir ce concert de guitare et de chant El Canto del Viento. Donc tangos, milongas, estilos, sambas, chacareras, vidalas, ce sont les musiques traditionnelles de l'Argentine qui composent l'essentiel de ton répertoire. Alors je te cite, tu as dit quand je suis venue te voir, jamais je n'aurais imaginé de me retrouver un jour à Avignon à jouer à Atahualpa Yupanqui. Ma question, mais comment t'es-tu retrouvé ici à jouer à Atahualpa Yupanqui? Oh, c'est un long parcours, bien sûr. Comme je dis, je suis né à Buenos Aires, je suis un être urbain et ma formation musicale, c'est au conservatoire, la musique classique, mais d'un autre côté, le pop, le rock. Mais après ça, quand j'avais 30 ans, j'ai travaillé, j'ai joué à la télévision et je m'arrêtais parce que dans mon cœur, c'est vide. J'ai fait une professionnalisation, on peut dire. Je suis obligé à être professionnel de l'instrument, de la guitare, mais je suis vide de l'esprit. Et j'ai arrêté ça. Et la première demande, c'est le tango. J'arrive à jouer le tango quand j'avais 30 ans, un peu tard.
comment c'est possible qu'à 30 ans, je n'ai jamais joué un tango, en musique de mon quartier? Il y a des réponses politiques, il y a des réponses culturelles. Mais ce n'est pas qu'on va raconter tout ça. C'est après le tango, en France, que je me commence à approcher à profondeur. Et l'autre côté de l'Argentine, après Buenos Aires. On dit que Dieu c'est Argentin, mais attend à Buenos Aires. Mais après, tout le reste, et c'est comme ça que j'arrive à Atahualpa Yupanqui. C'est le musicien de la musique traditionnelle de presque toute l'Argentine, du nord au milieu, la pampa, la montagne. J'espère. Tu parles super bien français, vraiment, je n'ai rien à te dire. Hablas muy bien francés. Muchas gracias. Je disais, tu parles de l'Argentine, d'Atahualpa Yupanqui. Ma deuxième question, justement, à quoi ressemble l'Argentine d'Atahualpa Yupanqui? Ah, c'est le sous-titre de ton spectacle, hein? Oui, c'est, on peut dire l'Argentine du XXe siècle. Il est né en 1908 et il est mort en 1992 à Nîmes. Et c'est en Argentine en liaison très fort avec la France. Nous avons un contact très fort. Et pas uniquement des Saint-Supéry et tous les artistes littéraires, les écrivains, les peintres qui viennent à se former à Paris pour que l'ombrelle du monde culturel, c'est Paris avant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, commence à être l'Amérique du Nord. Mais avant, c'est Paris. Et tous les Argentins un peu riches, l'oligarchie argentine, envoyaient ses enfants, ses ados, sa jeunesse, à étudier, à se former à Paris. C'est un peu cette Argentine d'Atahualpa, l'Atahualpa communiste, parce qu'à ce moment, en 1940, le communisme avait une vision progressiste. Et c'est Atahualpa au Paris que se rencontre avec Astor Piazzolla. C'est Atahualpa qui se trouve avec Edith Piaf à Paris. Ça va ouvrir les portes du monde. Mais aussi, l'Atahualpa qui s'est marié la deuxième fois, sa deuxième femme, c'est Antoinette Pépin Fitzpatrick, qu'on ne connaît pas beaucoup cette histoire. C'est une femme pianiste classique française. Et avec les deux, travaillait le répertoire d'Atahualpa Yupanqui. Mais le premier chant qui l'a rendu célèbre est le Camino del Indio. Caminito del Indio, Camino del Indio. Oui, il fait un voyage quand il avait 8 ans, parce que son père travaillait al train, al ferrocarril. Oui. Au chemin de fer, son père travaillait. Merci. Ils font un voyage de vacances, ils vont rester quelques mois, et ça les ouvre. Ils viennent de la Pampa, de la Grande Plaine. Ils changent tous les paysages. Ils trouvent une autre culture, les originaires, autre musique. Et c'est cette inspiration, les autochtones. Et ça les donne le Camino del Indio. Le chemin de l'enfant. Justement, tu parles de formation classique. Tu es de formation classique. Tu as appris la guitare au conservatoire. Et tu dis que cela n'était que la moitié. Parle-nous de l'autre moitié, qui est celle de ton spectacle. Oui, j'ai une situation un peu contradictoire parce que je remercie la formation classique qui donne une technique très forte. On travaille très fort pour donner une idée de perfection. Mais la beauté qu'on trouve dans la culture classique, c'est une construction, on peut dire. C'est des idées musicales. Autant que l'autre côté, la musique traditionnelle du Japon, de l'Argentine, c'est une continuation du paysage, je dis. Je crois que nous avons perdu notre liaison, notre relation avec la terre, la Pachamama. Et on peut la reprendre, bien sûr. Nous sommes des êtres industriels, post-industriels, culturellement parlant, mais aussi Homo sapiens. Non?
on a développé la science. On est orgulloso. C'est notre orgueil, la pensée. On est fiers. On est fiers. On est très fiers. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre cœur? Qu'est-ce qui se passe avec notre émotions, notre humanité, notre générosité? De cultiver tout ça. Et cette musique del paysage. El hombre es tierra que anda. L'homme, c'est une terre qui marche. Je crois que c'est ça. L'autre, mais d'une terre qui marche, donc une citation d'Atahualpa Yupanqui. On va découvrir le teaser del Canto del Viento. Mario, si tu me mets le teaser de ce très 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 beau spectacle, très beau concert. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré. Con esperanza o con pena, en los pagos de ayeral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Que vous avez entendu, donc El Canto del Viento à 14h20, le chant du vent à 14h20 à la chapelle de l'Oratoire jusqu'au 26 juillet avec Amando Risueño. Amando Risueño, merci. Merci de nous avoir mené ce beau spectacle au off. Gracias. Un autre spectacle musical, autre concert en chanson, cette fois-ci pour les petits, la compagnie Étoile Secrète avec Poetinha et le Brésil, en portugais et en français. Alors on a tenu à inviter cette compagnie qui vient d'achever son festival, puisque la dernière était le 17 juillet, pour deux raisons. La première, parce que tiré du spectacle éponyme Poetinha, il y a un très 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 bel album qui est produit, si j'ai bien compris, par Astucène. Voilà, donc un magnifique album tiré du spectacle. C'était un spectacle, c'est encore, puisqu'il va tourner ce spectacle-là. En tout cas, on souhaite qu'il ait une belle tournée. Ce spectacle musical, c'est un spectacle pour enfants. C'est un spectacle... alors, cette compagnie va nous en parler plus particulièrement de ce spectacle qui est situé entre chansons, théâtre d'objets,
à partir de 12 poèmes chansons, L'Arche de Noé, un recueil de poèmes de Vinicius de Moraes. Je le prononce très très mal, on m'a déjà corrigé, mais voyez, ça ne marche pas, on me le dira mieux en brésilien. Et Poetinha, c'est le surnom qui est donné au Brésil au poète préféré des Brésiliens, donc Vinicius de Moraes. Et j'aurais aimé également aborder avec toi, Odile, le travail qu'a fait la compagnie avec notamment un ethnologue spécialiste du Brésil, ce qui va rendre intéressant notre rencontre, même si le spectacle n'est plus présenté dans le Off, puisque la dernière a eu lieu le 17, c'était au Théâtre des Lilas. Donc Odile, tu n'es pas brésilienne. Non. On t'accepte quand même. Merci. Puisque la culture et la musique brésilienne représentent un long parcours pour ta compagnie depuis 1998. Ma question, quelles ont été pour toi les rencontres artistiques les plus déterminantes qui t'a poussé dans la piscine lusophone? Eh bien, c'est un certain Eduardo Lopes, qui est un musicien, pédagogue, musicologue, chef de chœur, chef d'orchestre, que j'ai rencontré en 98 dans une soirée où il dirigeait un chœur amateur. Et quand j'ai entendu la qualité du chœur, la qualité des chansons, je dis, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux travailler avec ce monsieur. Voilà. Et en fait, voilà, ça a débuté comme ça. Et Eduardo Lopes, c'est un musicien qui a à cœur de transmettre son amour pour la musique de son pays et je dirais pas la musique, mais les musiques du Brésil, parce que le Brésil, c'est tellement de musique. C'est la musique des Indiens, c'est la musique des Afro-Brésiliens, c'est la musique et tous les croisements que ça a. Oui, samba et bossa nova, en fait, c'est presque réducteur. Ah oui, samba, c'est juste une fleur de ce bouquet, mais il y a tellement de musique, voilà. Et c'est ça qui m'a touchée en fait, voilà, la diversité et la générosité de ces musiques. Voilà. Poetinha est en lien en fait avec un précédent projet, Pépites brésiliennes, autour d'un livre du même titre de l'ethnologue Jean-Yves Loud. Donc c'est édité chez Actes Sud. Moi, j'avais envie de vous poser la question, quels aspects du Brésil as-tu découvert avec Jean-Yves Loud? Alors avec Jean-Yves Loud, c'était... nous, on était en train de créer un spectacle sur Vinicius de Moraes, voilà, pour les adultes, avec la diversité des compositeurs avec lesquels il a travaillé. Et puis, Jean-Yves Loud est venu voir notre spectacle et avec beaucoup de chaleur, il nous a dit, bon, moi, je suis en train d'écrire un livre sur la part afro-brésilienne du Brésil. Et son livre s'appelle Pépites brésiliennes parce qu'il considère que toute la mémoire occultée des Afro-Brésiliens peut être considérée comme des pépites. Et à la suite de cette rencontre, on a décidé de faire que Jean-Yves Loud puisse lire des extraits de son livre, parce que c'est un incroyable conteur. Si vous l'avez rencontré, vous le savez peut-être. Et nous, en parallèle, il nous a demandé, pour la sortie de son livre, de chanter des chansons de Vinicius, mais des chansons de son répertoire afro-brésilien qu'il a composé avec Baden-Powell. Voilà, parce qu'en fait, Vinicius de Moraes, tout le monde le connaît sans le savoir, puisque de nombreuses chansons brésiliennes en fait, ont repris ses textes. Et il s'appelait lui-même, d'ailleurs, se surnommait lui-même le plus blanc des Noirs du Brésil. Ouais, c'est ça. O mais preto do Brasil. O branco mais preto do Brasil. Ouais. Alors maintenant, ma question sur ce petit spectacle dont on va quand même montrer un extrait, pour vous faire regretter de ne pas être allé le voir si vous n'avez pas été le voir, Poetinha. Comment l'avez-vous construit, ce spectacle pour les enfants? Autour de quelles chansons? Qu'est-ce que vous vouliez leur faire découvrir? Eh bien, parce que Arca de Noé, c'est Arche de Noé, donc en portugais du Brésil. Voilà, c'est un recueil de poésie et de chansons très cher au cœur des Brésiliens. Tous les Brésiliens connaissent ces chansons des grands-pères jusqu'aux enfants, voilà. Et on s'est rendu compte qu'en France, c'était pas du tout connu.
Et ces chansons sont des petites, c'est aussi des pépites. C'est des morceaux de bonheur, de choses simples où il apprécie le trajet d'une petite fourmi dans le vaste monde, la beauté des tournesols. Enfin voilà, c'est des petits moments de bonheur. Et on s'est dit que c'était bien dommage que les enfants français ne puissent pas connaître ces chansons. Donc on a sélectionné 13 chansons parmi les 32 qui existaient. Et on a décidé de les traduire pour moitié, c'est-à-dire mélanger en fait traduction française et textes originaux pour faire savourer la beauté de la langue de Vinicius, mais aussi son humour, parce que Vinicius, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, et ça se sent dans le spectacle, il fait des blagues voilà. Donc, voilà, est-ce que ça répond? Bah oui, non, ça donne une belle idée et surtout envie de découvrir ce spectacle. Si on peut regarder le teaser, s'il te plaît, Mario. Le teaser de Poétinia. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Soudain il paraît, tout effaré, puis il disparaît, sautant de côté. Con l'indossato, leve seguro, o gatto passa, do chão. Qui suis-je? Lavei o pato, pataqui, patacola. Lavei o pato para ver o que há. Elle adore les cocons et les salades. Oh oui! Elle se gave jusqu'à se rendre malade. Oh! Elle a mangé son caca pour son coco. Cocorico! Et depuis ne cesse de dire: ça va pas. Ça va pas, 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 ça va pas. Blanc, bleu, jaune, noir, orange, rouge, vert. Il y a des papillons de toutes les couleurs. Et quand ils dansent ensemble, le monde est plus joyeux. Branca, preta, amarelinha, da luz, da luz. Voilà, donc Poétinia, je rappelle que même si le spectacle s'est achevé pour Avignon le 17, vous avez donc ce très bel album Poétinia qui est tiré du spectacle éponyme que vous pouvez acheter à 15 € sur le site de la compagnie Étoile Secrète sur le site de la compagnie. Vous pouvez retrouver, vous avez la possibilité de commander le CD. Et je voudrais juste ajouter que j'ai fait tout ce travail avec un merveilleux guitariste qui s'appelle Benoît Hérault. Voilà, c'est important de le dire. Et puis je voudrais remercier aussi Fall de nous avoir sélectionnés. C'était vraiment une belle surprise. Eh ben merci, on est très fiers de la sélection Fall de cette année, vraiment. Merci beaucoup, Odile. On a eu une très très belle table ronde tout à l'heure, vraiment très belle, sur les 50 ans des dictatures Chili et Uruguay. On va accueillir Allende, un spectacle de la compagnie Laboratorio Teatro. Je vais changer de place puisque on va se mettre sur les côtés. Voilà, je vous en prie. Ah, Clémence. Ah bah oui, elle parle français, Clémence, c'est vrai. Ah oui. C'est pas grave. C'est pas grave, Christine. Bon. Eh oui, Christine traduit très bien. Elle ne fait que ça. C'est que tu auras ton mot à dire. Tu parles en espagnol pour la faire travailler un peu. Ah, que va trabajar un poco. C'est bien. Allez, la compagnie Laboratorio Teatro qui nous vient de Barcelone, c'est ça, avec Jessica Walker qui est chilienne. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom de famille.
et qui joue ce spectacle en hommage à Salvador Allende, donc le président socialiste de la République du Chili, mort dans le coup d'État du 11 septembre 1973. Ceux qui étaient à la table ronde précédente sont maintenant au taquet sur la question. Ce spectacle qui joue à l'adresse à 20h jusqu'au 29 juillet. Donc pour en parler avec nous, Jessica, donc metteur en scène, et peut-être peuvent se présenter deux comédiens de la troupe du Laboratorio Teatro, qui est aussi d'ailleurs une école, et votre nom, si vous pouvez juste les noms que je puisse citer. Clémence et Carlos. Clémence et Carlos, donc Carlos et Allende. D'où la moustache en pleine canicule. Alors ma question, Laboratorio Teatro, c'est une compagnie, mais c'est aussi le nom d'une école, Jessica, que tu as fondée à Barcelone. Tu y développes notamment le théâtre rituel. Peux-tu nous expliquer ce concept? D'où vient-il et qu'apporte-t-il à ton esthétique théâtrale? Si puedes traducir. Tengo la pregunta aquí. Gracias, por favor. Donc, Laboratorio Teatro est une compagnie, mais c'est aussi, entonces, es una compañía, pero es también el nombre de una escuela que has fundado en Barcelona. Has desarrollado especialmente un teatro ritual. ¿Puedes explicar de qué se trata y de dónde viene y qué es lo que va a aportar a tu ética teatral ese trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias. Oui. Primero quiero dar las gracias de esta invitación y de que nos hayan seleccionado también para... Muchas gracias. La escuela tiene que ver también con mi camino personal, que es básicamente la que está vinculada a la meditación y a la yoga. Alors, l'école est en relation avec ma manière d'être, qui a un lien avec ma façon de voir les choses, c'est-à-dire... j'ai été surprise, je croyais que tu allais travailler. Non, mais c'est bien. Si répétez, vinculada con la meditación y la yoga. La meditación y el yoga. Son el punto de partida de unir, digamos, lo que es todo un trabajo interior del creador enfocado a lo teatral. Alors, tout le point de départ, c'est qui est lié avec un travail intérieur et avec lié au travail théâtral, en fait. Oui. Alors j'ai entendu dire que, enfin c'est des bruits, des rumeurs que vous allez confirmer, que vous avez même un petit hôtel en coulisses. En tout cas, on vous voit à la fin du spectacle, au moment où tout le monde veut vous applaudir au rappel, vous êtes en cercle, ensemble. Donc tout ça participe de ces rituels mis en place. Parece ser que durante la obra tienen una parte ritual detrás de la tramoya y que al final de la obra pues están todos en círculo, se juntan. Sí, pero antes también, antes de la obra meditamos en el segundo piso del teatro. Nos preparamos porque nosotros sentimos que para entrar en escena tenemos que entrar primero en un silencio. Alors oui, en fait, c'est pas qu'à la fin du spectacle. Au début du spectacle, au premier étage, on se réunit, on médite et on a besoin, avant de rentrer en scène, de justement ce moment de silence. Sobre todo para un montaje como Allende, que nos demanda entrar en unos lugares muy profundos, muy potentes como creadores, como dadores en el escenario, ¿no? Que nos demanda... Surtout pour parler de Allende, on a besoin de rentrer dans des moments très profonds par rapport pour traiter, pour parler d'Allende, en fait. Alors, ma deuxième question, ce spectacle de Allende ne donne pas une vision idéalisée du personnage. On avait ce matin cette question à la table ronde de vision parfois manichéenne.
on n'a pas une vision idéalisée du personnage. Quelle image d'Allende as-tu voulu donner? En esta obra, Allende ustedes nos dan una visión muy idealizada del personaje. Entonces, ¿qué imagen de Allende han querido ustedes dar con esta puesta de escena? Básicamente hemos querido homenajear a la persona de Allende con sus valores, con su humanidad completa, digamos. On a voulu rendre hommage au personnage Allende avec son humanité, au personnage tel qu'il était. Sí, no solamente su visión social, política, Pas democrática, simplement sa vision sociale, politique, sino de dónde nace también estos valores, de dónde surgen también. D'où viennent ces valeurs qu'il défend, d'où sont-elles nées, d'où elles viennent. Por eso hemos querido tocar también unas pinceladas de su infancia, de su abuelo, de C'est pour sus ça qu'on a mujeres. voulu donner par petites touches, parler de son enfance, de ses grands-parents. De sus mujeres. Et de ses femmes. ¿Tuvo muchas? Sí. Sí, tuvo muchas amantes Allende. Et beaucoup de maîtresses. Ouais. Et peut-être on peut aussi donner la parole sur Allende à Carlos, qui a son mot à dire sur la manière dont il a travaillé le personnage d'Allende avec Jessica. Entonces, queremos hablar contigo para saber cómo has trabajado ese personaje de Allende con Jessica. Nosotros cuando Jessica nos propone el proyecto... Quand Jessica nous propose le projet, esta era la sexta obra que hacíamos juntos, tenemos 8, entonces nunca el guión está escrito, el guión se va escribiendo bajo la dirección de Jessica. Poco a poco, oui. Le texte en fait n'était pas écrit quand on lui a proposé le projet, mais il est écrit au fur et à mesure de l'avancement du travail. Sí, y los actores participan también en la dramaturgia que Jessica filtra. Alors les acteurs, vous deux, c'est ça? Ouais. Aussi? Ou il y en a d'autres là-bas? Ah, il y en a d'autres qui se... Ouh, Ils sont 10 sur scène. Participent aussi à la dramaturgie de la pièce. Y luego, como ha dicho, Jessica no le interesaba hacer una obra política. Elle ne voulait pas faire une œuvre politique. Especialmente pasando por la política, pero quería hablar de la humanidad detrás de la figura de Allende y todos esos acontecimientos que... Elle voulait plutôt parler du côté humain de Allende à travers tous les événements qui se sont déroulés. Y teníamos información de primera mano de la vivencia de Jessica y a través de ahí par rapport nos à ce fuimos qu'avait enamorando vécu, del personaje. oui, par rapport à ce qu'avait vécu Jessica, on avait évidemment tous les éléments pour ça. Y una cosa muy interesante de trabajar con Jessica era, ella me decía, claro, nos decía, ¿cómo vas a interpretar a un presidente de Chile o a un dictador si nunca lo has sido? Alors comment tu vas représenter un président d'un pays ou un dictateur puisque tu ne l'as jamais été? Solo tienes que buscar cerca de tu corazón. Faut que tu cherches dans ton cœur. Y evidentemente trabajamos mucho lo corporal, estudiamos mucho, leemos biografías. On a beaucoup travaillé sur le travail du corps, corporellement, et puis aussi sur les biographies, évidemment. Y al final ella busca la presencia del actor y cherche. Y digamos de alguna manera canalizar ese personaje, Voilà. pero no es un trabajo muy formal. Es Oui. más experimental. C'est pas un travail formel, c'est un travail expérimental. Et on est arrivé à avoir un personnage qui a été créé comme ça, sur le vif, si j'ose dire. Je traduis en interprétant un peu. Oui. Alors, une dernière question, j'en aurais beaucoup à poser, mais on ne va pas refaire la table ronde de tout à l'heure où on a parlé beaucoup du travail des corps, justement, dans ce genre de thématique. Une dernière question, puisque ce projet intervient à l'occasion des 50 ans du coup d'État au Chili, mais il a débuté avant. Et notamment, j'ai cru comprendre que ce spectacle avait évolué avec l'estallido social, mais aussi plus récemment le rejet de la nouvelle constitution. Donc ma question, comment avez-vous intégré ces événements récents à l'écriture du spectacle? ¿Entendiste? Estallido social, sí, claro. Sí, yo comprendo. Para mí es completamente necesario incluir
toda la información del estallido social. Alors, ce spectacle, en fait, est en pleine évolution parce qu'il y a eu 2 grands événements importants, ce qu'on a appelé l'estallido social. Oui, des événements sociaux. Ce qu'on a eu, excuse-moi, parce que j'ai habité au Chili, c'est un peu les gilets jaunes multipliés par 2, 3 ou 4. Puissance 10. Es que hemos tenido un evento en Francia que se llamaba los chalecos amarillos y en Chile decían que fue multiplicado por 2, 3, 4, 5 y ella me dice por 10. Sí. Y no solo eso. Otro evento es... Sí, el evento de la Constitución, ¿no? Sí. Que al final, de nuevo, seguimos con la Constitución de Pinochet. Oui. Entonces son 2 eventos que para mí, estando dentro de la creación, es absolutamente necesario actualizar. Claro. Y podemos hacerlo porque justamente hay una escena que nos permite hacer esto. Sí. Alors, donc les 2 événements, c'est qu'il y a eu une constituante pour préparer une nouvelle constitution, parce qu'actuellement la constitution au Chili est toujours basée sur celle de Pinochet. Et cette constituante, il y a eu un vote obligatorio, ¿verdad? Tuvieron que votar todos. Et malheureusement, elle a été repoussée. Il y a eu un non avec un très fort pourcentage. Et ces 2 événements, pour elle, c'était une évidence qu'il fallait qu'ils rentrent dans cette création et qu'ils fassent partie de la pièce à partir de... Ouais. Alors, juste une petite précision avant d'écouter le teaser, pour vous dire que, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a un numéro spécial du Falmag consacré aux 50 ans des dictatures que vous pouvez retrouver sur la petite table là-bas, mais aussi qu'avec notre partenariat avec le Vaucluse Matin, qui vous a été distribué, là vous en avez que vous pouvez prendre, sur les chaises, page 9, il y a notamment un article critique avec un portrait de Jessica Walker et une critique de la pièce, donc page 9 du Vaucluse Matin. Allende, si on peut voir le teaser, merci. Augusto, José, Ramón, Pinochet, Ugarte. De los 10 a los 27 años, viví bajo su dictadura. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. Rendición incondicional, no tengo nada que parlamentar. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Y es por acción de amor a mi país que te reclamo, hermano necesario. Una revolucionaria no obedece. Solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad. ¿Qué hay que hacer? Cumplir el programa del pueblo. Voilà, donc merci beaucoup à la compagnie Laboratorio Teatro pour Allende à l'adresse à 20h jusqu'au 20 juillet. Merci d'être venu, de nous avoir rejoints et bon, au 29 juillet, pardon, 20h jusqu'au 29 juillet à l'adresse. Merci beaucoup et bonne fin de festival. C'est bon parce que de toute manière, je crois qu'il n'y a pas Andrés. Andrés n'est pas là. Et donc, tu peux partir, Christine. C'est dommage, j'avais une question spécifique pour Andrés. Ah. Alors, nous accueillons Maud Madeline qui joue avec Andrés Montes Zuluaga, c'est ça. Camgirl Chronicles, c'est la compagnie Madma Productions, c'est une compagnie franco-colombienne qui joue au Train Bleu à 22h25 jusqu'au 26 juillet. Attention, jusqu'au 26 juillet pour les découvrir, précipitez-vous. Il présente un spectacle résolument contemporain entre performance vidéo et journalisme gonzo sur les coulisses du cybersexe, pas en Colombie, mais depuis la Colombie, puisque c'est un problème en fait international, ce problème du cybersexe. C'est une première en France également,
puisque c'est un spectacle qui a été présenté en anglais à Londres et en Grèce et en espagnol en Colombie. Maud, puisque tu es là, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles conditions Madma Productions a réalisé ce spectacle, et j'aurais aimé savoir également si ça s'accompagne d'actions militantes. Alors la première question, c'était dans quelles conditions? Non mais avant ça, bonjour, enchantée. Pour moi, c'est la première fois que je fais le Festival Off d'Avignon, et c'est un honneur d'être là en tant que compagnie franco-colombienne. Donc merci à la FAL d'avoir aussi sélectionné Camgirl Chronicles dans le cadre de la sélection de cette année. On sait qu'on arrive avec un spectacle qui perturbe un petit peu. Donc merci pour la confiance. Comment on l'a créé? Donc on était en Colombie, on est arrivé en France l'année dernière. Et ça a été... Sonia parlait de journalisme gonzo, donc on a fait un travail d'infiltration et d'investigation vraiment en corps propre dans l'industrie du cybersex. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la vente de services sexuels par webcam. Un service qui se fait en direct, donc des clients se connectent, et il y a une majorité de femmes qui sont de l'autre côté de la webcam et donc qui proposent ces services-là. Et la Colombie est la deuxième puissance mondiale en termes de camgirls. Il y a une infrastructure de cette industrie qui est incroyable en Colombie. Et c'est très émouvant d'être là parce qu'on a enquêté la pièce donc, dans un des épicentres en termes de travail, et on est maintenant dans l'épicentre en termes de clients. Parce que l'Europe occidentale et les États-Unis sont les tops en termes de personnes qui recherchent ces services-là. Donc c'est hyper fort pour nous d'être sur cette scène française avec des voix colombiennes et de mettre tout ça en tension. Alors, vous avez choisi d'éviter les images pornographiques les plus choquantes. En revanche, certains propos, notamment des clients, heurtent la sensibilité. Quel a été l'accueil de ce spectacle en Colombie, puisque vous l'avez joué en espagnol en Colombie, et quel était justement l'accueil en Europe? Comme vous l'avez dit, on est des deux côtés de la caméra, si je puis dire. Exactement. Alors, une précision, il n'y a aucune image pornographique dans la pièce. Il y a quelques petits dessins suggestifs, au choix. Très bien. Il y a quelques... C'est vrai? Bah oui, il faut choisir la forme... Pardon, non. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais c'est quand même pas de la pornographie. C'était une parenthèse d'humour dans le spectacle. Je la taquine. Donc, c'est vraiment une recherche-création... politique, poétique et artistique. Et la réception en Colombie a été incroyable. D'ailleurs, on a présenté plusieurs variations du travail, et suite à une première variation, des personnes qui étaient dans le public, qui travaillaient comme camgirl, nous ont parlé et ont voulu faire partie d'une variation future. Donc leurs voix sont maintenant dans celles qui se présentent aujourd'hui à Avignon. Donc, il y a beaucoup plus de connaissances de ce milieu en Colombie. En France, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les clients webcam. Alors qu'en Colombie, il y a tellement de gens qui travaillent dans cette industrie que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans l'industrie des webcams. Et il y a moins de tabous, finalement, autour de ça. Alors qu'ici, il y a encore un peu de réticence à avouer que ce sont des services qui sont très recherchés. Alors, comment l'avez-vous retravaillé pour Avignon, puisque vous le présentez pour la première fois en partie en français, puisque certaines voix enregistrées forcément sont en espagnol ou en anglais. Comment vous l'avez retravaillé pour Avignon, ce spectacle? Donc c'est un travail qui, déjà c'est très important de le dire, qui est un travail vraiment collaboratif. On est deux à la co-création, donc avec Andrés, et on est tous les deux sur le plateau. Mais au fur et à mesure des variations, il y a de plus en plus de personnes qui se sont joints au travail, et on est hors scène une équipe d'à peu près 15 personnes, d'artistes de Colombie, du Brésil, de personnes d'Espagne, de personnes de France et des artistes d'Angleterre aussi. Donc c'est vraiment un effort collaboratif. Et à chaque fois qu'on a
fait une variation de ce travail. On touche à des thèmes qui sont tellement profonds et qui sont tellement complexes que tout ce qu'on nous apporte à la suite de chaque variation fait son chemin et arrive à se repositionner dans une variation suivante. Donc ça a été un travail vraiment d'accumulation, accumulatif depuis 2019, avec énormément de voix, de personnes qui viennent de milieux très différents. Et je crois que c'est un temps de digestion aussi du matériel qui fait qu'à chaque fois qu'on le retravaille, il évolue et il continue de vivre. Alors j'avais une question pour Andrés, mais qui n'est pas là, mais peut-être tu pourras répondre. Moi j'avais noté qu'Andrés avait travaillé avec le Mapa Teatro, qui est une compagnie colombienne qu'on a découvert au IN à Avignon en 2012 avec Los Santos Inocentes. Et comme vous avez adopté aussi une démarche résolument contemporaine, j'aurais aimé savoir si lui, ou peut-être par lui, toi tu pourras en dire quelque chose, est-ce qu'il a appris quelque chose de cette compagnie, du travail de cette compagnie qui vous a nourri pour Camgirl Chronicles, ou est-ce que c'est pas un sujet, ou il n'est pas là et tant pis pour lui? Alors, non, une précision. Andrés n'a pas travaillé avec Mapa Teatro. Je vais réviser mon espagnol, j'ai mal traduit. Mais par contre, il a fait le master en théâtre et art vivant de l'Université nationale de Colombie, donc à Bogota, qui est un master pionnier en termes de, pas qu'en Amérique latine, mais dans le monde aussi, en termes justement de ces questions d'art vivant. Et les deux directeurs de ce master sont en effet Rolf et Heidi Abdelhalden, qui sont les directeurs de MAPA. D'accord, donc MAPA n'était pas loin. Non, MAPA n'était pas loin. Et évidemment que le travail... ¿Qué pena qué? Ok. Non, mais du coup, tu parles d'une performance de Mapa Teatro? Oui, qui était à Bogota? Non, peut-être pas. Si. El Cartucho, el barrio del Cartucho en Bogota. Mm-hmm. En effet, c'est une référence à un travail qu'a fait Mapa Teatro à Bogota. Voilà. Et évidemment que tout ce que Andrés a appris dans le cadre de ce master et ensuite qu'il a continué de développer, de questionner dans sa pratique artistique, cette approche à l'art vivant et à l'art vivant contemporain, évidemment qu'il a nourri la création de Camgirl Chronicles. Ouais, voilà. Bon, c'était aussi parce que je trouve intéressant, puisqu'on est dans des échanges entre compagnies et entre compagnies qui ont un lien fort avec l'Amérique latine, qu'on entende aussi un petit peu ces mouvements artistiques, ces scènes d'Amérique latine. Donc Mapa Teatro, qui est une référence en Colombie et en Amérique latine de manière générale. Merci beaucoup Maud. Alors merci, le teaser, on m'a dit non, finalement c'est pas le bon, donc il n'y en a pas. Voilà, donc pas de teaser, tant pis. Mais merci beaucoup d'être venu. Donc je rappelle Camgirl Chronicles au Théâtre du Train Bleu à 22h25 jusqu'au 26 juillet. Merci beaucoup Maud. Sauf ce soir. Ce soir, on est en relâche. Donc ne venez pas ce soir, ça serait franchement dommage. Mais à partir de demain, on reprend 22h25 tous les soirs jusqu'au 26 au Théâtre du Train Bleu. Merci beaucoup. Merci. Et... alors vous voyez, parce que le fil conducteur, ça n'a pas l'air comme ça, mais on ne place pas les intervenants au hasard. On a commencé avec les auteurs-interprètes, et en fait on finit sur les écoles, parce que on avait avec Jessica Walker le théâtre rituel. Là, il y avait quelque chose du Mapa Teatro que j'avais plus ou moins senti, même si ce n'est pas Mapa Teatro. Et je voulais qu'on accueille maintenant la compagnie Do à deux qui joue Pendant que tu volais, je crée des racines à la Manufacture à 21h40 jusqu'au 24 juillet. Donc c'est Arthur Luanda Ribeiro qui nous rejoint. André se repose, bien sûr. Ah, il a une autre activité. Y a-t-il une meilleure activité que Sélection Fall au Village du Hof aujourd'hui? Non. Voilà, donc des artistes qui présentent un spectacle visuel et musical très impressionnant qui a connu un grand succès au Brésil.
Alors, ils sont bardés de prix. D'ailleurs, c'est tellement lourd, toutes ces médailles, que ils en sont fatigués. Prix du meilleur spectacle, 2 fois, je crois, ou prix de la meilleure scénographie, prix de la meilleure musique. Et ce spectacle fait sa première en France, à Avignon, avec une fabrication, j'ai noté, au Portugal, du double de votre décor monumental pour l'acheminer jusqu'ici. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Arthur et André sont restés 20 ans en France, tu me corriges si je me trompe, ont décidé de repartir en 2015 pour le Brésil, où ils ont créé leur école, leur centre de formation et de recherche, de résidence également, autour d'un concept qui leur est cher, qui est le théâtre gestuel. Donc on va parler de théâtre gestuel puisqu'ils sont présents. Et Avignon leur manque tellement qu'évidemment, ils reviennent, ils payent leur billet pour franchir l'Atlantique et retourner dans le bain avignonnais. Donc, ma première question, Arthur. Après une vingtaine d'années en France, voilà, pourquoi... Alors voilà, ce théâtre gestuel, j'aimerais que tu nous expliques de quoi il s'agit et en quoi le spectacle que vous présentez avec André à la Manufacture illustre ce concept. Bonjour. Donc Arthur, enchanté d'être là, ravi. Ça fait déjà un petit moment qu'on organise cette rencontre, donc voilà, le jour J. Je suis ravi, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup d'être venu, merci. Merci Sonia. Alors, écoutez, donc nous, notre projet de compagnie, il existe depuis 25 ans en fait. Moi, je suis venu faire mes études à l'âge de 21 ans à Paris. Et comme un jeune comédien avide de formation et de rencontres. Et après, j'ai rencontré André. Et donc, aussitôt, à l'âge de 25 ans, je créais avec lui mon premier spectacle qui s'appelait 2 à 2. Et je suis venu le présenter en Avignon. Donc, le premier spectacle qui a donné le nom de la compagnie 2 à 2. Voilà. Et c'est le titre français et non français de la compagnie. Exactement. Brésilienne. Voilà. Donc, à l'époque, nous, on n'avait pas du tout le rêve ni la prétention d'avoir une compagnie. On était juste 2 acteurs avec une envie folle de créer et de s'exprimer. Et ce spectacle nous a ouvert les portes, et surtout Avignon, qui a été une plateforme, et ça reste une plateforme très démocratique pour des compagnies qui démarrent et qui peuvent être découvertes et avoir une vie longue comme c'était la nôtre. Et à partir de ce premier spectacle, on n'a jamais raté un rendez-vous en Avignon. On est venu avec plusieurs spectacles, certains qui ont resté dans la mémoire de beaucoup de spectateurs. Saudade Terre d'eau en 2005, qui a eu le prix du public ici en Avignon, Fragment du désir, Frères de sang, enfin, je peux m'en passer. Jusqu'au moment qu'on a décidé, pas par hasard, de rentrer, parce que notre lieu, il existe depuis 12 ans. On a acheté une vieille maison coloniale. Donc à Rio, c'est ça? À Rio. On a acheté une maison en ruine et c'était un rêve de faire un lieu de recherche. Et donc, pendant qu'on était encore en France, cette maison existait déjà. Et on gagnait un peu d'argent, on retapait la maison. Donc, voilà, de petit à petit. Et en 2015, on était en tournée avec un de nos spectacles. Et la maison était déjà habitable. Et une des comédiennes est tombée enceinte d'un de nos spectacles. Et donc, on a fait une halte. Au Brésil. Tombée enceinte d'un de vos spectacles. Doublement, parce que dans le spectacle, elle tombait enceinte aussi. Donc, là, oui. Je me demande si elle est tombée enceinte. J'ai une image un peu folle dans la tête. Complètement. Oui, c'est très métaphysique, métaphorique, nos spectacles. Donc, on peut prendre au pied de la lettre. Et voilà. Et donc, cette magnifique comédienne a dû s'absenter. Et nous, on reste à Rio. Et donc, sans faire exprès, quand on s'est vu, on y habitait déjà. On a créé un nouveau spectacle que tous les deux, qui a un énorme succès, qui n'a pas été présenté en Avignon, Gritos, qui a été censuré par Bolsonaro. Donc là, je commence à partir du moment de notre retour. On va y revenir justement sur cette période. Retourner à Rio avec toutes les paillettes et tout le côté tropical qu'on peut imaginer qui va avec. Sauf que nous, on est rentré pile poil au moment que l'extrême droite pointait son nez et montrait ses ongles. Et donc, on ne s'est rendu pas compte tout de suite au départ. Et quand on s'est vu, on était déjà dans l'ouragan. Et on se disait, on rentre, parce qu'on était français, hein, donc on rentre, parce qu'on habitait là. Et nous, on s'est dit, non, on ne va pas rentrer. Parce que c'est le moment de rester.
Parce qu'il faut qu'on reste, il faut qu'on reste là pour faire barricage. Il faut qu'on aille dans les rues, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, on a accueilli 5 compagnies brésiliennes l'année dernière. C'est vraiment une thématique qui est revenue à la sélection FAL dans les débats. Je pense que beaucoup de Français ont lu beaucoup de choses, ont vu beaucoup de choses à la télé, mais je pense que c'est inimaginable. Tout à fait. Ça revenait dans toutes les bouches des acteurs brésiliens, hein. Toutes les compagnies, tout spectacle confondu. Hein. Moi, je dis même dans notre petite partie culturelle, on peut même se plaindre, mais je pense qu'au niveau dans tous les sens, c'était encore pire. Parce qu'il y a eu un dérapage de la société entière. Nous, pendant toute la pandémie, je dévie un peu de la conversation de mon spectacle, mais pour parler aussi... Mais c'est aussi en lien avec la création de ce spectacle-là, qui est né dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte de confinement, et dans ce contexte de cette extrême droite au pouvoir. Donc je pense que tu peux tout à fait développer par rapport à ça. Oui. Non, parce que je pense que c'était un moment où... Je pense qu'il y a un contre-courant de cette extrême droite. Je pense que les pays qui ont vécu l'extrême droite, les pays sud-américains, ont déjà vécu ça. Nous, ce n'est pas la première fois qu'on la vit. Moi, je la vis dans ma chair. Et il y a encore ma génération de mes parents qui l'ont vécu autrement. Donc c'est double fois. Mais tu ne penses pas que tu vas vivre ça à l'heure actuelle. Et là, tu vois que oui. Et quand elle arrive, tu te rends compte que c'est... un raz-de-marée, c'est un tsunami, quoi. C'est pas quelque chose qui vient juste détruire. Non, c'est quelque chose qui vient renverser. C'est carrément un tremblement de terre. Et nous, dans ce contexte-là, nous, dans la culture, à part tous les restes, éducation, la quantité de gens qui sont dans la rue, on n'est pas proche de l'Inde, mais pendant la pandémie, on y était. Moi, je sais parce que nous, pendant la pandémie, on était obligés de sortir dans la rue, donner à manger aux gens. J'ai fabriqué des masques. Toutes les semaines, on fabriquait 100 masques en tissu. On a fait une action urgente. Toute la société était obligée de se mobiliser. On n'allait pas rester à la maison à attendre que bon Dieu vienne nous sauver, quoi. Mais c'est pour venir au spectacle, je ramène quand même à ce spectacle-là. On sent quand même quelque chose de l'intérieur. Pendant que tu volais, je créais des racines. Moi, j'ai eu l'impression d'être j'ai ressenti quelque chose du confinement. J'avais l'impression d'être dans un ventre, dans une grotte. D'être dans une plongée de l'intérieur. J'ai ressenti ça, qu'on ne pouvait pas aller vers l'extérieur et qu'il fallait plonger à l'intérieur pour trouver une sortie. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez voulu transmettre? Je pense que nous, notre pandémie, elle était un énorme laboratoire personnel. Je pense que nous, on s'est donné, en fait, on avait une routine de travail pour ne pas tomber fou. On travaillait comme un ouvrier. On se réveillait le matin, on avait les heures pour faire le training, les heures pour répéter, promener le chien. On était dans une espèce de... Et donc, en fait, tous les jours, on se disait, il faut qu'on crée quelque chose. Et de ce fait, pendant la première année, on a juste créé, sans aucune notion de « il faut que ce spectacle soit prêt, il faut qu'il soit abouti ». On était libre. Et la deuxième année, en fait, on a continué à exploiter. Donc 2020. 2020. Oui. Et donc, nous, on s'est rendu compte, en fait, que pendant tout ce temps, nous deux, on tombait dans un abîme intérieur. En étant à l'extérieur, en vivant ce que la société vivait, nous, en étant dans une zone de confort, parce qu'on avait une maison, de quoi bouffer, protégé, on avait quand même des choses que les autres n'avaient pas. Nous, à un moment donné, ce spectacle, finalement, j'ai 25 ans de compagnie, j'en ai créé pas mal, et je pense que ce spectacle, il nous a emmenés. Il avait quelque chose de métaphysique. Moi, je suis agnostique, il n'a rien de spirituel, même si je suis quelqu'un de spiritualisé, mais il avait quelque chose de plus fort que nous, qui nous emmenait dans ce portail, et qu'il avait quelque chose qu'il fallait qu'on rentre, et que la manière que nous, on attendait que le public perçoive notre spectacle, c'est un moment de halte, de respiration, d'évasion, métaphysique, de beauté, et pas une histoire dramatique de Marie, Jeanne, des gens. Il ne fallait pas raconter une histoire d'une personne, mais une sensation pratiquement métaphysique de ce que nous, on peut vivre dans des moments pareils. Ce n'est pas un spectacle sur ça. Non, ce n'est pas la thématique. On est vraiment dans une expérience, dans un ressenti, dans un théâtre donc, qui est sans parole, je reprends donc le concept de théâtre gestuel, un centre de formation autour aussi de ce concept. Mais je pense qu'on peut peut-être regarder le teaser, tout simplement. Oui, on peut.
Teaser, donc pendant que tu volais, je créais des racines, compagnie 2 à 2, compagnie brésilienne, à la Manufacture à 21h40. Attention, jusqu'au 24 juillet, précipitez-vous. Oui, d'accord. Voilà, merci beaucoup Arthur. Donc Arthur Luanda Ribeiro et André Curti absents, Ouais. mais il a de bonnes raisons. Voilà. D'excuser. Bon, nous, on joue donc à la Manufacture jusqu'au 24 juillet à 21h40. Donc, le départ de la navette, ça se fait intramuros. Et le spectacle dure 1 heure. Donc, oui, voilà. la navette, en fait, quand on donne les heures du théâtre ou à la Manufacture, pour ceux qui ont l'habitude, en fait, le trajet navette est inclus. Donc, quand on a l'heure de début et de fin, c'est le trajet navette inclus. La navette n'est pas payante, elle est gratuite. Voilà. Elle est à même pas 2 minutes à pied, 40 secondes. Donc, c'est pas un problème du tout, cette navette. Voilà, Je confirme. Bon, bah, écoutez, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc la sélection FAL, on a fait le tour de la sélection FAL. Et comme chaque année, certains sont passés entre les mailles du filet. Donc je pensais à La jeune fille et la mort au Théâtre de l'Étincelle, qui est aussi un très très beau spectacle qu'on n'avait pas repéré. Et qui parle également de dictature. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les artistes de la sélection FAL d'être venus à la rencontre du public aujourd'hui au Village du Off. Merci à FSC qui nous a permis... donc cet événement, et merci à très très bon accueil. Donc on a 1 heure de pause et on va accueillir ensuite la compagnie Del Plata, une compagnie lyonnaise qui va nous présenter une lecture musicale d'un spectacle qu'ils vont créer à la rentrée. Donc ça sera une avant-première, une lecture musicale en avant-première d'un spectacle que la compagnie Del Plata présente à la rentrée. C'est du bandoneon, c'est du chant, c'est de la poésie. Voilà, ce sera donc à 18h sur cette même scène. Merci beaucoup.